va parler de la Guinée équatoriale avec la vague de promotion militaire dans la famille présidentielle. La Gambie, la violation des droits de l'homme. Sous Yaya Jammeh, l'heure du bilan a sonné. Nigeria, l'ex-président Obasanjo qui a double candidat de l'opposition. Et puis le Togo, le train de recensement électoral dans la zone 2 autour de moi sur le plateau russe. Donc, Ovi, activiste panafricain. Bonsoir, Russe. Bonsoir, Samuel. Bonsoir à tous ceux qui nous reçoivent ce soir. Georges Hérault, acteur politique du Cercle des leaders émergents. Bonsoir, Georges. Bonsoir, Samuel. Bonsoir à tous nos téléspectateurs. Et Adam Adjonou, Vision d'Afrique. Bonsoir, Adam. Bonsoir, Samuel. On commence avec la Guinée équatoriale. Plusieurs membres de la famille présidentielle, dont le fils du président et vice-président Théodorin Obiang Nguema, ont été promus à des hautes fonctions militaires, a annoncé lundi un décret présidentiel. Théodorin Nguema Obiang a été promu général de division des forces armées terrestres et le président Théodorin Obiang Nguema, 76 ans, a également promu généraux son beau-frère Victoriano Nsoué Okomo et son cousin José Eneme Obama. Selon le décret, le beau-fils du président Faustin Abesso Fouma a été promu au grade de général de division de l'armée de l'air, de la même source russe. C'est quoi? C'est une comédie sur les tropiques? Oui, c'est une comédie. Moi, tout simplement, oui. Je pense que c'est le terme adéquat. C'est une comédie, c'est un merveilleux pays avec beaucoup de ressources, avec très peu d'habitants, qui peut se permettre de rêver à de grandes choses, à un merveilleux développement, qui peut se rêver à une success story, entre parenthèses, comme le Qatar ou le Dubaï, et qui malheureusement a à sa tête un ensemble de dirigeants qui pour moi n'ont pas de perspective et qui font ce qu'il faut pour se maintenir au pouvoir. Donc on va commencer à phagocyter ce qu'il y a de plus important, c'est-à-dire l'armée, en mettant à des postes adéquats des gens de la famille présidentielle. C'est un peu comme si le président Obiang préparait sa succession. Il avait déjà nommé son fils à la vice-présidence, et cela malgré ce que l'on sait de son fils en termes d'exactions, d'abus, de travers et tout. Et maintenant, on passe à une seconde étape où on lui donne, on va dire d'une certaine manière, de quoi avoir une ascendance sur l'armée. Et cela est triste pour le peuple équato-guinéen. Alors, c'est quoi? Comme le dit aux Russes, Théodoro Obiang Nguema est dans sa succession. Alors, il pense renfermer autour de lui un cercle familial qui va pouvoir faire passer la pilule d'une monarchisation, finalement, d'un passage de père à fils du pouvoir. Oui, vraiment, c'est ce que le confrère a dit. C'est une manière de toujours garder le pouvoir au niveau de la famille. Vous savez, c'est des poses stratégiques de décision. Donc, quand on veut garder le pouvoir, surtout en Afrique, il faut avoir la main mise sur l'armée et puis ça continue. Donc, je vois que le président, il est dans la logique de ne pas lâcher le pouvoir aussitôt ou soit à quelqu'un d'autre que son entourage. Madame, en fait, moi, c'est la question telle que posée. D'abord, moi, je pense que ça a permis d'abord de savoir, puisque la plupart du temps, je ne sais pas si le vice-président de la Guinée équatoriale était militaire d'abord. Ça a permis que l'opinion sache qu'il est militaire. Ça, c'est dans le premier cas. Bon, nous sommes dans un pays où les droits de l'homme, où le pays est dirigé de main forte, ce qui fait que ça soulève un certain nombre de problèmes. Sinon, le fait même en soi, d'abord, pose un certain nombre de problèmes. D'abord, est-ce que ceux qui sont promus ont d'abord la capacité où ils ont quand même le profil idéal pour être promu grade de général? Je pense que oui, dans la mesure où lorsque vous prenez un peu la nomenclature de grade ou comment ça se fait dans toutes les armées, parce que nous avons hérité de cela de l'armée française, ça veut dire d'abord, est-ce que vous avez suivi d'abord la formation d'état-major? Est-ce que vous avez suivi le processus normal d'être promu à ce grade-là? Je pense que oui. Mais au-delà de tout, lorsque le problème se pose dans un cercle familial, cela soulève des intentions et ça fait en sorte que ça pose un certain nombre de problèmes, disons,
en Afrique et ses consorts. Mais au-delà de tout, moi je pense que au lieu de voir la question d'une façon, disons, un peu familiale, il faudrait quand même aller au-delà. Parce que d'un autre côté, lorsqu'on pense que en faisant en sorte que son alentour accède à ces grades-là, d'un côté, cela ne garantit pas entièrement, disons, cette sécurité-là autour du président. Parce que de l'autre côté, lorsque vous voyez un peu que vous prenez les grades, vous prenez un commandant ou un colonel, ce sont ceux-là même qui dirigent la maison derrière eux des bataillons. Mais lorsque vous êtes promu général, quelque part on a tendance à croire que vous avez toute l'arsenal, tout l'arsenal de l'armée en votre main. Quelque part, ce n'est pas toutefois ça. Parce que lorsque vous êtes promu quelque part, on a tendance à dire que vous êtes un peu gradé parce qu'ils ne sont pas aujourd'hui, disons, ni chef d'état-major général de l'armée. C'est vrai qu'ils dirigent des départements, mais derrière eux, cela ne garantit pas un certain nombre de stabilité. Mais lorsque le président prend une telle décision, en faisant de son alentour beaucoup de généraux quelque part, cela ne garantit pas en soi son fauteuil. Mais ce qui attire moi mon attention, c'est qu'aujourd'hui, Obiang Nguema est en train de voir vraiment les années s'égrener et veut positionner en fait son fils. Parce que vous savez, je ne sais pas, je ne connais pas en tant que tel la constitution de la Guinée équatoriale. Mais dans d'autres pays, lorsque vous n'aviez pas, disons, ce grade de général, vous ne pourriez pas, quel que soit le cas, accéder au poste de président de la République. Parce que, si nous prenons le cas du Togo, la loi interdit, lorsque vous êtes un militaire de carrière, d'accéder, donc de poser sa candidature et tout. Donc je pense que dans ce registre-là, c'est ce qui est fait aujourd'hui. Et le fils de Obiang Nguema peut, du jour au lendemain, accéder facilement aux commandes de ce pays-là. Mais est-ce qu'on n'a pas au Russe quand même des promotions de complaisance, dans la mesure où quand on dit que quelqu'un devient général de division alors que nos armées n'ont même pas la taille d'une division en fait? Bon, en fait, oui, c'est beaucoup de complaisance et c'est beaucoup, disons, à mon sens, beaucoup de stratégie, je vais dire, parce que la Guinée équatoriale est en Afrique centrale. Et ce qui se passe en Afrique centrale et notamment en Afrique australe, c'est qu'il y a des exemples qui marquent. L'exemple de l'Angola. Ouais. Que se passerait-il s'il advenait que le fils Obiang ne soit pas sécurisé et qu'un autre cacique du régime prenait les rênes du pouvoir et se mettait à le poursuivre? Il a toutes les chances d'être enfermé parce qu'il a déjà des mandats d'arrêt un peu partout qui lui sont derrière. Il y a le cas de Mugabe. Sauf que le cas de Mugabe, c'est quelque part quand même un parti et une armée qui respecte un ancien qui est un passif et qui, quelque part, même en le mettant à l'écart, mettons le ménage. Est-ce que dans le cas dans les paradigmes sociaux de la Guinée équatoriale, est-ce que ce sera la même chose pour quelqu'un comme Teodoro Obiang Nguema? Vous avez le cas dernièrement du Congo, avec Joseph Kabila, certes qui se retire, mais qui se retire quand même avec un certain nombre d'avoirs financiers et quand même une certaine... Joseph Kabila aussi est un colonel de l'armée. C'est un colonel de l'armée, donc non pas seulement il a déjà une assise militaire, parce qu'après tout, c'est eux qui renversent Mobutu. Donc, ce sont ces hommes à lui, on va dire, en griffe. Et puis, il a une assise financière qui fait que, quelle que soit la personne qui viendra, de toute façon, il sera difficile de prétendre renverser cet homme-là. Alors, bon, en Guinée équatoriale, on a un personnage fantasque qui est celui du fils du chef de l'État. Quelqu'un qui est déjà décrié de façon internationale. On a un pays qui est fermé, où il n'y a pas de liberté d'expression. Il y a des pays qui sont effectivement qui ont eu des fils de chefs d'État au pouvoir, mais où les gens au moins s'expriment. Vous prendrez la chaîne équato-guinéenne qu'on a sur le câble. C'est difficile d'avoir un avis qui va à l'encontre de ce qui se dit dans le pays. Il n'y a même pas, il n'y a pas d'avis contradictoire. Limite, il n'y a même pas d'opposition. Donc rien à voir avec ce qu'on pourrait voir par exemple au Gabon. Donc à un moment, cela choque quand on prend ce nombre de prises de décision, parce qu'on sent qu'il y a un père qui observe, qui est là depuis plusieurs années, qui fait partie des plus anciens des chefs d'État, et qui joue de son expérience pour pouvoir sécuriser tout ce qu'il y a autour de son fils. Donc on va nommer le beau-frère, on va nommer le cousin, on
va nommer, voilà, on va faire les choses de telle manière que, ne serait-ce que en termes de noyau de l'armée, de personnes fortes, celles qui ont les armes, disons, celles qui ont la formation et la capacité, ces personnes soient encadrées et soient phagocytées. Maintenant, après, le reste de l'armée, qui très souvent sont des gens qui font leur métier, mais à qui on ne donne pas les moyens de développer leur ambition, ben, eux, ils sont mis en retrait. On l'avait vu à l'époque, je me rappelle, on parlait du cas de Mobutu qui serait parti en voyage et qui aurait fermé les armes parce que très souvent, c'est tout ce qui est corps présidentiel qui est super bien équipé et c'est le reste qui est en retrait. On a vu même pour le cas de la Libye et tout ça. Donc, quand on prend le cas de Obiang, je sens que c'est un monsieur qui a un certain âge, il connaît son état de santé. Il a déjà mis son fils à la vice-présidence. Bon, souvent, c'est un titre un peu bateau, mais bon, il n'y a pas de rôle en tant que tel. Et bon, petit à petit, il sécurise autour de ce fils-là. Alors là, il y a quand même aussi une autre question qu'il faut se poser. Quand on promeut des généraux dans un pays, quand on connaît la Guinée équatoriale, les généraux, en fait, c'est des gens qui sont des chefs de guerre, en fait, qui doivent avoir fait leurs preuves sur des théâtres de guerre. Mais là, quelles preuves ceux-ci ont bien pu faire pour qu'ils soient promus? C'est que nous sommes tous étonnés, comme vient de le dire monsieur Adam. C'est que c'est aujourd'hui ou bien c'est après la promotion que nous savons tous que le vice-président aussi est militaire. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a pas fait de preuves sur le terrain et qu'on ne connaît pas, l'opinion ne connaît pas comme étant un militaire. Donc je disais tantôt que c'est une forme d'organisation pour préparer le vice-président. Parce que entre-temps, vous devez savoir que le vice-président, même, c'est lui qui donnait l'accord aux députés de voyager. Un député... Non, c'est que le président est en train de former un noyau autour de son fils, le vice-président, pour pouvoir garantir son avenir. Donc, ça se passe lorsque on a peur de son avenir, on a peur que quand on laisse le pouvoir, qu'il y a des règlements de compte ici, par là. Donc, c'est normal. Il n'a pas de preuves, mais il faut le promouvoir de telle manière qu'il a une place de décision pour pouvoir influencer l'opinion ou bien la population. Adam, est-ce qu'on est dans ce registre-là, c'est-à-dire on a un Théodorin Obiang Nguema qui peut-être au niveau de l'appareil de l'État qu'on est en train de préparer pour être le prochain président n'est pas très accepté peut-être et on le parachute général pour finalement qu'il fasse l'unanimité parce que c'est un général, on ne peut que faire la courbette devant lui. Non, en fait, lorsque nous prenons un peu le fil du déroulement des événements qu'on a connus ces derniers temps en Guinée équatoriale, vous aurez dû constater dans un premier temps où Obiang Nguema a appelé tous les opposants qu'il y a eu certaines amitiés et que les gens devaient revenir au pays. De l'autre côté, il y a eu aussi une suite d'événements qui se sont produits dans ce pays-là. Mais quelque part, comme vous venez de le dire, lorsque vous analysez à fond la question, ça voudrait dire d'un côté, après cet appel-là, d'ailleurs même que bon nombre n'ont pas répondu. Parce qu'il y a même eu des gens qui sont rentrés. Il y avait eu des réticences et des résistances d'ailleurs même à vouloir. Parce que plusieurs fois, lorsque vous avez des dirigeants comme Obiang Nguema qui n'est pas aussi stable dans ses prises de position et ses consorts, cela peut vous être fatal. Mais au-delà de tout aussi, vous avez tout à l'heure posé une question qu'il faudrait qu'un certain nombre de cadres militaires puissent faire leur preuve avant d'être promis à un certain nombre de grades. Mais au-delà de tout aussi, il y a le profil en lui-même qui permet à un certain nombre d'années données d'accéder. Mais le grade de général ne s'obtient pas comme cela. C'est-à-dire, on dit quand vous êtes colonel, 4 et 6 ans, vous pouvez être promu général. Non. C'est ce que les militaires nous ont expliqué. Ce n'est pas vrai. Qu'après avoir fait 4 ans ou 6 ans au grade de colonel, on aurait quand même promu général de brigade. Ce n'est pas vrai. Parce que vous savez, on aurait quand même connu beaucoup de généraux pendant ce prenons le cas togolais. Oui, vous pouvez faire la demande, mais ça peut ne pas passer. Hein. Non, mais vous êtes en droit de faire la demande d'après ce qu'on dit. C'est vrai, il y a la formule qui est là, mais au-delà de tout, le grade de général, vous allez constater que ce n'est pas comme la promotion qu'on connaît habituellement des autres grades. Parce que
à un certain nombre d'années données, vous accédez obligatoirement à un tel grade. Mais ce n'est pas la même chose au niveau des généraux. Mais de l'autre côté, lorsque nous constatons qu'il y a eu donc ces promotions, va-t-en-guerre comme ça, comme nous avons connu, et puis la plupart sont ceux qui sont entourés du président, ça voudrait dire quelque part aussi, il y a des remous où il y a eu un certain nombre de malaises qui sont constatés au niveau de l'armée et que la machine n'étant pas un moment dirigée par, disons, ces gens-là qui entourent le président, voilà, il faudrait les promettre pour pouvoir permettre à ce qu'on puisse avoir toute la machine dans les mains. Parce que, quoi qu'on dise, c'est vrai qu'on a beau diriger le pays de main forte, mais à un moment donné, ça lâche. Il y a eu des gens qui commencent par sortir des griffes et que les renseignements, lorsqu'ils les remontent, on n'a pas besoin forcément d'aller pointer du doigt ou comme on a l'habitude de le constater dans ce pays-là où les gens sont interpellés et pour rien du tout, on vous embassit. D'ailleurs, même dans plusieurs pays de l'Afrique centrale, on en connaît. Congo, Brazzaville, le Cameroun, etc. On en connaît. Mais de l'autre côté, je me dis aujourd'hui, c'est parce que, en fait, à un moment donné, le président, ou du moins c'est le fils qui dirige d'ailleurs même le pays, le papa n'étant plus en forme, comme on le dit, donc a constaté qu'il faut quand même promettre ces gens-là pour avoir toute la machine dans les mains, et je pense que c'est ce qui est fait. Alors, on sait qu'au risque, un général de brigade, par exemple, il dirige 10 000 hommes, le général de division, c'est 20 000 hommes. Est-ce que quand on met un Théodorin, général de division, on est sûr que les 20 000 hommes vont lui être fidèles? Bon, ça serait difficile à dire. Et puis, mettons que généralement, que ce sont des chiffres, on va dire, officiels. Maintenant, est-ce que de façon officieuse, est-ce que réellement dans les armées africaines, c'est comme ça que cela se passe? D'abord, il faut savoir si on a même ce nombre. Voilà, est-ce qu'on a ce nombre dans l'armée? Est-ce que cela se passe comme ça? Maintenant, ce qui est intéressant peut-être dans le processus, c'est que je trouve qu'au niveau de la Guinée équatoriale, qui, comme je le dis, semble avoir des informations très hermétiques. On ne communique pas beaucoup sur ce qui se passe là-bas de manière politique. Mettons que moi j'ai la sensation d'une purge, d'un long processus, parce qu'il y avait déjà eu une soi-disant tentative de coup d'État. Et on avait l'implication d'États de la sous-région. Donc, d'une certaine manière, si on en arrive à nommer des gens du giron présidentiel à de tels grades, c'est qu'il faut aller peut-être fouiller un peu plus, voir s'il n'y a pas eu un certain nombre de purges. Et d'ailleurs, ce qui peut expliquer pourquoi certains opposants ne seront pas très enclins à rentrer. Ensuite, cela intervient dans un processus inquiétant qui est celui très global en Afrique, de faire signifier d'une certaine manière à tous les directoires que l'alternance et la démocratie n'est pas forcément un impératif pour un développement économique. Et c'est un peu un des mauvais signaux d'ailleurs qui est lancé avec le récent sommet de la francophonie, où c'est vrai qu'on peut énormément discuter sur cela, où on a un pays qui est un des exemples en termes de développement, voilà, de démocratie. Voilà, mais pas de démocratie. Donc à un moment, il y a un signal, et on le voit même dans les pays qui se disent démocratiques, on voit qu'il y a un recul de tout ce qui est matière à alternance et tout ce qui est matière à démocratie, et un renforcement de tout ce qui est directoire actuel. On n'a pas la sensation, par exemple, si on prend, par exemple, mettons le cas du Gabon, où on a eu, par exemple, quelqu'un comme Ali Bongo qui a été fortement percuté. On n'a pas l'impression maintenant qu'on a un siège qui vacille au niveau du Gabon. On va voir au Cameroun, où il y avait effectivement à un moment des remous de tentatives de déstabilisation. Où on disait que non, que oui, voilà, à cause d'un certain nombre de prises d'opposition de Paul Biya, donc il y a un certain nombre de complots qui visent à déstabiliser son pouvoir. Et on voit à peu près la même chose. On a une élection, ça dandine au niveau des résultats, mais on n'a pas la sensation que Paul Biya soit inquiété au niveau de son pouvoir. On va marquer la pause. On est déjà arrivé à la fin de la première partie. On revient tout de suite après.